Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, et ancien Premier ministre également. Bonsoir, M. Mbaye. Bonsoir. Bonsoir, M. Diaw. Voilà, M. Mbaye, ça va faire bientôt 4 ans que vous n'êtes plus Premier ministre. Avec un peu de recul, est-ce que vous avez des regrets d'avoir travaillé avec Macky Sall? Bon, permettez d'abord, M. Diaw, que je profite de ce micro et de ces images pour souhaiter à mes concitoyens musulmans une bonne fête, un bon ramadan, puisque ce dernier commencera demain. Je n'oublie pas non plus nos frères chrétiens qui vont célébrer la fête de la Pentecôte. Je n'ai aucun regret, bien évidemment, puisque le président Macky Sall m'a donné l'occasion, en me choisissant parmi d'autres et en me confiant les lourdes responsabilités de Premier ministre, de me mettre au service de mon pays. Aucun regret, mais c'est après votre éviction, quelques années, que vous avez décidé de rentrer dans la scène politique. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, d'abord, vous avez des mots terribles. Votre éviction, vous savez, nous sommes... Lorsque Premier ministre, nous sommes dans une fonction de révocabilité ad nutum. Ce sont d'ailleurs les propos que j'avais tenus au président Macky Sall le jour où il m'informait de son vœu de faire de moi un Premier ministre. Je lui ai immédiatement dit, Monsieur le Président de la République, j'ai eu l'habitude d'être directeur général, mandataire social, révocable ad nutum. Sachez que si demain vous décidez de mettre fin à mes fonctions, je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir choisi parmi autant de compatriotes pour me confier des responsabilités aussi importantes. Alors aujourd'hui, vous êtes un de ses plus farouches opposants, mais dites-nous d'abord, qu'est-ce que... Donc j'ai servi mon pays en étant Premier ministre, je suis parti sans aucune amertume, bien au contraire. Et après avoir quitté ces fonctions, j'avais choisi d'essayer de contribuer à la marche de mon pays par la mise en place d'un club de réflexion baptisé Club de réflexion Travail et Vertu. Et nous avons travaillé pendant plus d'un an. Le club existe toujours. Nous avons produit, nous avons remis entre les mains de Monsieur le Président de la République. Puis il est arrivé quand même un moment où j'ai considéré qu'il fallait aller au-delà de ces simples contributions intellectuelles, d'autant qu'elles n'étaient pas suivies des faits, pour m'engager politiquement. Et parce que je constatais, j'ai déjà eu à le préciser, que les engagements du départ qui m'avaient conduit à vouloir soutenir l'action du président Macky Sall cessaient d'être respectés. Puisque vous ne voulez pas parler d'éviction ni de limogeage, donc vous n'êtes pas animé dans quelconque esprit revanchard. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Par contre, je suis obligé parfois de me défendre. Et c'est peut-être cela qui amène un ton qui s'élève, dans la mesure où je suis parfois très affecté par la manière dont on traite les opposants et l'opposition. Je le voyais de loin, je jugeais la politique à travers toute cette scène, toutes ces invectives, parfois ces insultes, mais le vivre directement, c'est difficile. Il est donc normal que de temps en temps... Et vous l'avez vécu dans votre chair. On se rappelle de cette marche qui a été réprimée. Et on a même dit que... Bon, vous avez pris un taxi pour prendre la poudre d'escampette. Décidément, vous êtes très dur. Non, c'est vrai qu'il y a des risques du métier. Nous avons décidé ce jour-là de participer pleinement à cette marche, puisque nous l'avons soutenue. Et sous le feu des gaz lacrymogènes, il se trouve simplement que ma sécurité a considéré qu'il était important de me faire quitter les lieux. D'autant qu'ils ont eu l'impression, c'est d'ailleurs l'opinion qu'ils ont émise ensuite, que nous étions particulièrement visés par les gaz qui étaient envoyés. Justement, on parle de cette coalition donc, que vous et vos alliés avez mise sur pied, Joyanti. Cette coalition, n'est-elle pas celle de trop, quand on raisonne en termes de dispersion des forces de l'opposition, évidemment?
Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait dispersion des forces de l'opposition. Il y a des regroupements. On a parlé de candidature de liste unique de l'opposition. Écoutez, c'est un vœu pieux, ça. C'est un vœu impossible et c'est un vœu qui n'est pas conforme à l'attente des Sénégalais. Je crois que les Sénégalais, les Sénégalaises et les Sénégalais attendent aujourd'hui une clarification de la chose politique. Il faut qu'on cesse de mettre en place des coalitions qui n'ont pas de logique politique, qui n'ont pas de rationalité politique. On ne met pas en place une coalition simplement pour faire partir quelqu'un. Et d'ailleurs, le passé nous prouve que même si les coalitions mises sur pied pour chasser un chef d'État ont toujours ensuite éclaté au profit d'une personnalité marquante au sein de cette coalition. Et dans une certaine mesure, elles ont donc échoué. Et les programmes qu'on peut qualifier de communs qui avaient peut-être été mis en place pour sous-tendre cette coalition n'ont jamais pu être appliqués. Alors, cessons de montrer aux Sénégalais des transhumances ou des voyages entre d'une coalition à une autre, d'un parti à un autre. Nous avons, nous, fait le choix de rester constants dans notre démarche. Nous appelons à une politique autrement. Nous la définissons comme étant une politique mettant devant et avant tout l'intérêt général, l'intérêt des citoyens, l'intérêt du pays. Eh bien, donc c'est la raison qui fait que vous ne vous êtes pas rangé du côté de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Oui, parce que, écoutez, d'une manière générale, ce qui doit être considéré comme surprenant, c'est de retrouver dans une coalition, comme on a l'habitude au Sénégal, des partis d'extrême gauche, des partis de gauche, des partis du centre, des partis de la droite. Ça perd son sens, on ne sait plus à quel sein se vouer. Des partis également qui ont été combattus 4 ans, 5 ans avant, des partis qui se sont battus entre eux, comme adversaires politiques s'entend, qui se retrouvent... non. Donnons du sens à nos coalitions, présentons de la rationalité à nos concitoyens, et même si cela doit prendre du temps, parce qu'il est possible que les objectifs recherchés ne soient pas au rendez-vous immédiatement, au moins on aura éveillé les esprits des citoyens, on leur aura appris à faire des choix rationnels. Donc c'est clair, cette coalition Joyanti, ce n'est pas une association hétéroclite. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes entre partis partageant les mêmes valeurs, partageant les mêmes principes, ayant décidé d'aller vers un même objectif. Et voyez-vous, on se présente moins d'ailleurs comme une coalition de partis, la procédure administrative l'exige, que comme une coalition de citoyens. Car comme nous avons eu à le préciser à l'occasion de la conférence de presse d'hier, qui a permis le lancement de la coalition, nous sommes allés systématiquement à la recherche de citoyens sénégalaises et sénégalais qui se sont distingués par une implication citoyenne, par des actions citoyennes à la dimension d'un quartier, à la dimension d'un village, à la dimension d'une ville, à la dimension d'une région. Et c'est ainsi que nous avons bâti nos listes. Nous n'avons pas construit des listes en choisissant ou en proposant des militants de l'un ou de l'autre des partis. Justement, beaucoup d'observateurs attendaient Pastef de Sonko dans cette coalition, mais hier, on a vu qu'il n'y était pas. Écoutez, très sincèrement, je vous dis, s'il y a un regret que je puis avoir, c'est de ne pas avoir Ousmane Sonko avec nous. C'est de ne pas être en coalition avec Ousmane Sonko. C'est probablement le parti avec lequel nous partageons le plus de points communs. Alors ça ne s'est pas fait... alors que nous avons essayé pendant longtemps, puisque l'un et l'autre, nous étions animés par la ferme intention d'être ensemble. Mais le problème est venu, je pense, du fait que Pastef appartient déjà à une coalition
qui a déjà un certain âge, qui s'appelle Sam Melinubog, et les négociations ont été difficiles à cause de cela, et finalement elles n'ont pas pu aboutir. Est-ce que c'est pas un problème de leadership qui se pose, comme on le voit actuellement à Manko, Tahaou, Sénégal, où il se pose un problème de leadership, chacun va être à tête de liste. Est-ce que ce n'est pas cela qui a... Bon, c'est un problème qui revient souvent, mais je préfère ne pas m'attarder sur les considérations qui ont mis en échec ce beau projet. Voilà. Alors, Monsieur Mbaye, ne craignez-vous pas cette image d'homme d'élite qui contraste avec ce populisme qui passe mieux sous nos cieux chez les politiques? C'est vous qui trouvez le contraste difficile ou contraignant, ou peut-être Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un Toubab, il fait partie de l'élite. Mais d'abord, je ne pense pas que la politique soit fermée à l'élite. Et deuxièmement, je puis vous dire, je reviens d'ailleurs d'une rencontre citoyenne à Rufisque, et véritablement, moi je vis une formidable symbiose avec les populations. Et bon, c'est vrai que parfois ils sont surpris, ils attendent un Toubab, mais ils voient un vrai Sénégalais, un Ladi, se présenter. Vous êtes prêt à aller dans le fin fond du Sénégal? Mais je ne fais que ça depuis de longs mois. Et j'ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres. Nous avons fait des pistes dans le pays Bassari. Nous avons parcouru tout le Sénégal. Je découvre d'ailleurs une partie de mon pays avec beaucoup de plaisir, mais je découvre surtout des citoyens et des concitoyens, et je suis à l'écoute de leurs difficultés, de leurs problèmes. Et cela nous aide évidemment à concevoir notre futur programme. Voilà, justement, ce futur programme. Vous partez à la pêche de suffrage et vous prônez une Assemblée nationale de rupture. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette Assemblée nationale et qu'est-ce que vous voulez apporter? Bon, écoutez, nous avons pris l'habitude au Sénégal de voter pour des députés qui doivent aller soutenir l'action présidentielle. Mais soutenir l'action présidentielle ne veut pas dire soumission au président de la République, et malheureusement, c'est cela que l'on vit. Nous avons des assemblées nationales, des législatures composées de députés, d'abord, qui ne s'intéressent pas, en tout cas c'est le cas de la dernière législature, des députés qui ne s'intéressent pas. Et vous avez été applaudi là-bas en tant que Premier ministre. Pardon? Vous avez été applaudi là-bas en tant que Premier ministre. Oui, mais j'y suis allé également dans le cadre d'une motion de censure, je crois que c'était exceptionnel. Mais disons que vous avez toujours, d'une manière générale, des députés qui sont là pour voter oui à des projets de loi systématiquement, sans réflexion quasiment, sans recherche d'amendement, et sans se soucier du respect de l'intérêt général par tout ce qui leur est présenté. Nous souhaitons que l'Assemblée nationale devienne une chambre des citoyens, sans être une chambre de combat contre l'action du président de la République. Nous le disons à chacune de nos rencontres citoyennes, votez pour des députés dont vous serez certain que demain, d'abord, ils feront preuve d'assiduité, ils seront présents à l'Assemblée nationale, ils examineront les projets de loi qui leur seront présentés pour voter les bons projets, pour remettre en question ceux pour lesquels ils auront considéré que l'intérêt général n'est pas pris en compte, ou celui du pays, mais aussi une Assemblée nationale, qui sera en mesure d'exercer un véritable contrôle de l'action de l'exécutif. Je vois par exemple, il est extrêmement dommageable de constater que cette Assemblée nationale n'a jamais jugé bon de mettre sur pied une commission d'enquête malgré tous les scandales qui ont été décelés, éventés pendant ces 5 années de législature. Une Assemblée nationale également en mesure de faire des propositions de loi. Et je crois qu'il n'y en a eu qu'une en 5 ans.
une proposition de loi qui a concerné le fonctionnement de l'Assemblée elle-même. Alors justement, en parlant de scandale ou pas, un des dossiers qui vous opposent au pouvoir, c'est le pétrole et le gaz. Le Premier ministre, il y a de cela une semaine, a soutenu devant les parlementaires que les intérêts du Sénégal seront préservés. Vous a-t-il convaincu ce jour-là? Bon, écoutez, il parle peut-être au futur, nous on parle surtout au passé. On parle du passé. Ce qui est patent, c'est qu'en 2012, on a mis entre les mains d'une société contrôlée par M. Franck Timis des intérêts sénégalais qui n'auraient pas dû lui être cédés. C'est tout. Et cela a été fait sur la base d'un décret qui lui-même a été signé alors que c'est un rapport contenant de fausses informations qui a été présenté par le ministre des Mines et de l'Énergie de l'époque. De toute façon, la vérité finira par éclater. Nous avons écrit, pour ce qui nous concerne, un courrier à Monsieur le Président de la République où on lui a démontré pourquoi le rapport était faux. Nous lui avons demandé de faire engager des enquêtes, aussi bien judiciaires qu'administratives, pour retrouver les raisons pour lesquelles ce rapport avait été présenté faux, contenant de fausses informations. Et à ce jour, il n'y a pas eu de suite. Ça fait quand même plus de 6 ans. Mais quand il annonce ces chiffres, 25% qui resteront de la production seront pour le Sénégal, au moins 25% du total, et le Sénégal qui aura aussi 10% des bénéfices. Ces chiffres-là, quand vous les voyez, est-ce que vous vous dites que les intérêts du Sénégal sont saufs? Voilà, attention, il y a de la confusion qui est entretenue à dessein. Il y a le partage des productions. Bon, c'est vrai, le Sénégal aurait peut-être pu avoir une part plus importante que celle qui a été négociée, mais nous ne parlons pas de cela. Nous parlons des droits attachés au permis pétrolier. Et ces droits ont été cédés à 90% à une société qui s'appelle Petrotim, et cela n'aurait pas dû se faire. Petrotim a revendu ses droits, les a revalorisés, sans faire un investissement. Ça veut dire qu'on était dans un processus purement spéculatif. On aurait pu mettre n'importe quel Sénégalais capable de créer une société de 5 millions de francs CFA dans le rôle de Franck Timis. Alors pourquoi Franck Timis? Cela n'aurait pas été normal, même s'il s'était agi d'un Sénégalais. Mais pourquoi avoir été chercher Franck Timis, associé de M. Aliou Sall? Franck Timis qui a porté plainte contre vous et d'autres. Justement, toujours dans ce dossier, il y a eu la démission, le limogeage d'un ministre, le ministre de l'Énergie. Et on dit que vous êtes proche plus ou moins de Thierno Alassane Sall. Dites-nous comment est-ce que vous analysez ce limogeage? Bon, d'abord deux choses. Oui. La première chose concerne la plainte de Franck Timis. Moi, je me suis réjoui quand j'ai entendu dire que Franck Timis avait porté plainte, parce qu'on allait nous offrir une tribune pour faire éclater une partie de la vérité. Bon, il n'y a pas eu de suite. Bon, par contre, le collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers du Sénégal a, lui, engagé des plaintes et des dénonciations. Donc la procédure va suivre son cours et on verra bien ce qu'il en résultera. Sur le deuxième aspect de votre question, Thierno Alassane Sall a été ministre d'un gouvernement que j'ai dirigé. Je le dis tout net, c'est un garçon, un monsieur que j'ai beaucoup apprécié. Il est travailleur, il est honnête et il est loyal. Mais je puis vous dire, et je l'ai vécu directement avec lui, qu'on ne peut pas lui faire faire n'importe quoi. Ça. Il a eu raison de ne pas signer ses accords. Mais je ne connais pas, puisque je n'ai pas échangé avec lui sur cette question, je ne connais pas les raisons pour lesquelles il a refusé de signer. Mais ce que je puis vous dire, c'est cela. C'est un
monsieur d'une très grande honnêteté, c'est un monsieur loyal, c'est un monsieur travailleur, c'est un monsieur qui a beaucoup de qualités et je ne le vois pas sacrifier les intérêts du Sénégal en violant des procédures ou une réglementation. Donc vous pensez que c'est à cause de cela qu'il est parti? L'avenir nous édifiera, je ne suis pas très fort dans la spéculation, l'avenir nous le dira, mais connaissant M. Thierno Alassane Sall, je pense pouvoir dire qu'à 90% il a raison. N'est-il pas exclu que vous cheminiez ensemble dans le futur, dans vos combats politiques? C'est pas envisagé aujourd'hui, ça n'a pas été envisagé non plus dans un passé proche ou plus lointain, mais ça n'est pas exclu. Pourquoi souhaitez-vous exclure cela? Non, je pose juste une question. Alors, M. Mbaye, une toute dernière question. Vous sortez d'une bataille judiciaire que vous avez remportée devant les tribunaux dans une histoire qui vous a opposé à votre ex-épouse. Justement, Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement et de Benno Bokk Yakaar, vous demande de présenter vos excuses au peuple sénégalais, à la justice sénégalaise. A-t-il raison? Ce que je constate d'abord, c'est que si l'affaire était vraiment une affaire privée, je ne vois pas pourquoi un ministre porte-parole du gouvernement interviendrait le lendemain d'un verdict pour se livrer une déclaration de cette nature. C'est parce que vous avez... Ceci dit, j'ai toujours dit et écrit que j'avais confiance en la justice de mon pays. Mais j'ai également toujours précisé qu'il y avait un pan de cette justice qui était manipulé. Et c'est ce que le verdict montre. Donc, une affaire de divorce, c'était une affaire privée, suivant son cours normal, une affaire civile. C'est une affaire d'ailleurs qui n'est pas encore vidée. Puis tout d'un coup, avec l'implication d'agents de l'État, ça s'est transformé en affaire pénale. De manière... Je ne vais pas entrer dans des détails, mais vraiment, c'est quelque chose d'épouvantable. Le jugement sera rendu public le moment venu et tout le monde appréciera si oui ou non il y a eu manipulation. Donc vous avez eu la chance de tomber sur le bon juge? Non, je pense que c'est même pas une porte, il y a une fenêtre de la justice qui considère qu'elle doit presque être politique, mais la magistrature sénégalaise reste un grand service d'État. Et vous vous en êtes pris également à une certaine presse? Mais oui, parce qu'elle est également manipulée. Mais ceci dit, je me suis réjoui de constater que des éléments confidentiels de mon dossier, mais parce qu'il était politique, se sont retrouvés livrés à la presse, mais ils m'ont considérablement servi pour la construction de ma défense. Donc, une fois n'est pas coutume, à ces journalistes bien introduits, je dis merci. Merci à vous, Monsieur Mbaye. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du JT de 20h de la TFM. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.